Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce web journal du mardi 17 février. Aujourd'hui, je reçois pour commencer mon collaborateur Charles-Antoine Rondeau qui fera le tour des unes des principaux journaux. Premièrement, Charles-Antoine, à la une du quotidien, on nous parle de l'église Fatima. Oui, effectivement, Laurence. Donc, ce soir, c'est bel et bien l'heure de décision pour l'ancienne église Notre-Dame de Fatima. Donc, à moins de la déposition d'un projet sérieux, le propriétaire pourra ensuite disposer, donc démolir l'église afin de poursuivre la vente de condominiums. Les responsables de la commission d'aménagement, de génie et d'urbanisme de Saguenay vont tenir ce soir une dernière rencontre au Centre culturel de Jonquière à 19 h et les citoyens pourront s'exprimer. Les élus pourront ensuite se prononcer sur la déclassification de l'ancien lieu de culte ainsi que de son statut patrimonial. Bien sûr, il y a des opposants à la démolition de l'église, dont le citoyen Claude Girard, qui a entre autres écrit au premier ministre Philippe Couillard ainsi qu'au pape François dans l'espoir de sauvegarder l'Église. Et encore au quotidien, Denis Villeneuve nous informait que le Queen Mary II allait accoster à la baie en 2016. Oui, donc c'est dans le cadre du 10e anniversaire du quai des bateaux de croisière de la baie, le 6 octobre 2016 plus précisément, que le prestigieux bateau qui peut contenir 3090 passagers va accoster à la baie. Donc le maire Jean Tremblay en a fait l'annonce hier au pavillon d'accueil des bateaux de croisière. Il en était d'ailleurs très fier. Selon lui, c'est le bateau le plus prestigieux. Il ajoute qu'il y a une possibilité que l'expérience se répète à chaque année. Il a aussi profité de l'occasion pour faire un bilan des activités du quai, qui depuis son ouverture il y a 10 ans a accueilli 147 bateaux. Il affirme aussi que de 2016 à 2018, les activités du quai vont augmenter. Et selon les informations divulguées, ça a pris plus de 3 ans pour démontrer que Saguenay était prête à accueillir le Queen Mary II. Puis au devoir, Stéphane Baillargeon nous informait que Stephen Harper avait proféré des attaques envers Radio-Canada. Oui, effectivement. Donc, c'est en entrevue à FM 93 de Québec que le premier ministre a décrit Radio-Canada d'un repère de gauchistes et donc d'employés qui détestent les valeurs conservatrices. Les valeurs qui sont, selon lui, entre autres, la baisse d'impôts des familles, la défense de la sécurité nationale ainsi que le maintien des budgets équilibrés. Il comprend que beaucoup de gens de Radio-Canada ne sont pas en accord avec ces valeurs, mais selon lui, un bon pourcentage des Québécois le sont. Il a fait ces déclarations au lendemain du spectacle Bénéfice en soutien à Radio-Canada qui avait lieu au Métropolis de Montréal et qui rassemblait une trentaine d'artistes. Le député du NPD, Alexandre Boulris, affirme que cette déclaration démontre que le gouvernement n'aime pas Radio-Canada, et ce, malgré le fait qu'on en a besoin et qu'ils ont un mandat unique. Puis à la une du Journal de Québec, du Québec régional, on nous informait que les directions des hôpitaux semblaient en désaccord avec le projet de loi 10. Oui, effectivement. Donc, le projet de loi 10 qui est passé le 7 février dernier, plusieurs directions des C3S, donc des centres santé et services sociaux de la région, affirment que le moral des troupes n'est vraiment pas à son meilleur depuis l'annonce d'abolition de postes vendredi dernier. 5 des 6 directions des C3S de la région confirment qu'elles nagent présentement dans l'incertitude. Et le directeur général du C3S de Lac-Saint-Jean-Est, Camille Dion, affirme que les cadres supérieurs s'attendaient à ces abolitions, mais que c'est les cadres intermédiaires qui en ont été surpris. L'agente de l'information du C3S de Jonquière, Joëlle Savard, confirme elle aussi l'inquiétude par rapport à la réorganisation prochaine du réseau. Puis pour finir rapidement, Charles-Antoine, donc dans la dernière pige du Cégep de Jonquière, du département Arts et technologies des médias, Dominique Gobin nous informait d'un projet d'édition sur les employés de garage en lockout. Oui, donc c'est l'étudiante en maîtrise des études d'intervention régionale, Annie Maisonneuve, ainsi que l'adjointe de l'édition La Peuplade, Sophie Gagnon-Bergeron, qui ont pris l'initiative de documenter le lockout à l'aide de témoignages et de photographies. Elles confirment qu'elles n'ont aucun lien de parenté avec les syndiqués, mais qu'elles sont simplement indignées que leurs confrères soient obligés d'être à l'extérieur pendant les 4 saisons. Donc, avec leur projet, elles espèrent amener le débat sur la scène nationale, car elles trouvent que ça n'a pas de sens qu'au Québec, un lockout dure aussi longtemps. Elles espèrent aussi que la démarche va inciter d'autres gens à soutenir les lockoutés. Merci beaucoup, Charles-Antoine Rondeau. Au plaisir. Le député péquiste des Chicoutimi, Stéphane Bédard, a fait part ce matin de son mécontentement par rapport à la centralisation des fonds régionaux provenant de la taxe sur l'hébergement. Un projet mis en branle et annoncé récemment par le gouvernement Couillard. Jennifer Savard, quel est ce projet exactement? Eh bien, Laurence, le gouvernement Couillard a commencé des réflexions pour s'accaparer des fonds
régionaux d'hébergement. Donc, tout d'abord, il voudrait augmenter les taxes dans les gîtes. Présentement, on paye 2 ou 3 $ pour passer une nuit dans un gîte. Et ce montant serait augmenté de 2,5 %. Stéphane Bédard mentionne que ça peut paraître peu, mais les gens qui se rendent généralement dans les gîtes, c'est des gens qui n'ont pas forcément l'argent pour payer un loyer ou une chambre d'hôtel durant leur visite au Saguenay. Ensuite, le gouvernement Couillard voudrait centraliser les fonds administrés au Saguenay et les attribuer à Québec. Je vous explique, c'est 1,6 million de dollars qui est administré à la région chaque année à l'Association des hébergements du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ce serait Québec qui commencerait à gérer tout ça. Donc, le gouvernement Couillard déciderait où l'argent irait dans la promotion touristique d'hébergement de gîtes au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ensuite, ce que ça pourrait faire, ça pourrait entraîner des fermetures de gîtes et encore pire même, il pourrait avoir des pratiques illégales. Selon Stéphane Bédard, les propriétaires de gîtes pourraient cesser de déclarer leurs revenus et les pratiques qu'ils font dans leur maison. Et M. Bédard souhaitait obtenir l'appui des députés de la région. Il a déjà mentionné que ses collègues Alexandre Cloutier et Sylvain Gaudreault étaient de son côté. Donc, ils vont mettre en branle des projets pour contrer cette décision-là que le gouvernement va prendre. Ensuite, par contre, il souhaiterait que M. Philippe Couillard et M. Serge Simard se réveillent sur la situation. Donc, on voudrait qu'ils comprennent que c'est néfaste pour la région et qu'on ne veut pas que ça se passe ici au Saguenay. Et quelles sont les conséquences, justement, pour le Saguenay? Eh bien, en centralisant, le gouvernement Couillard va priver la région d'une somme importante d'argent dont on a besoin pour promouvoir les événements. Stéphane Bédard est vraiment mécontent. Je vous le laisse entendre sur le sujet. Souvent, on est perdant dans les grandes promotions au niveau international. On vend beaucoup, malheureusement, moi je pense, le centre-ville de Montréal, on vend certains festivals, alors que dans la région, on est souvent les parents pauvres. On a besoin de ces sous-là pour faire nous-mêmes notre promotion. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que les gens de la région veulent continuer à gérer eux-mêmes la façon dont le tourisme va se dérouler à Saguenay. Merci beaucoup, Jennifer Savard. Ça fait plaisir, Laurence. Le doyen de l'Assemblée nationale et député d'Abitibi-Ouest, François Gendron, donne son appui à Alexandre Cloutier dans la course à la chefferie du Parti québécois. Il s'agit du 3e député péquiste à appuyer le plus jeune candidat, après Véronique Yvon et Gaétan Lelièvre. 6 députés appuient actuellement Pierre-Carl Péladeau. La programmation du festival Regard sur le cours a été dévoilée lors d'une conférence de presse hier après-midi. Plusieurs nouveautés sont à prévoir pour les amateurs de cinéma. Ma collègue Anne-Sophie Saint-Gelais a reçu la responsable de la programmation du festival, Marie-Hélène Rioux, pour nous en parler. Bonjour, Madame Rioux. Bonjour. Donc, qu'est-ce qui se démarque cette année? Cette année, au festival, il y a plusieurs programmes qui se démarquent, surtout nos programmes thématiques. Un hommage rétrospectif à l'acteur Martin Dubreuil, entre autres. Donc, plusieurs courts-métrages dans lesquels il a joué. Aussi un programme spécial de films de danse. Alors, c'est la première fois qu'on va présenter un programme presque entièrement sans dialogue, mais très, très rythmé et très intéressant. Aussi un focus sur l'acteur à l'honneur, donc sur le jeu d'acteur. Donc voilà, plusieurs programmes thématiques aussi, 2 pays invités pour la première fois à Regard, très exotiques, j'oserais dire, le Brésil pour le panorama brésilien et une carte blanche à un festival de la Nouvelle-Zélande. Donc autant des invités brésiliens que des invités nouveaux-zélandais seront parmi nous en mars prochain. Alors, on a préparé quelques mitaines de plus pour leur prêter. OK. Puis, qui est Martin Dubreuil? Alors, Martin Dubreuil, c'est un comédien qui a surtout fait du théâtre et beaucoup de courts-métrages, au-dessus de 30 courts-métrages dans sa carrière. Plus de 20 ans de carrière, j'oserais dire, à son actif. Et il est très impliqué, là, tant dans le court que dans les longs-métrages. Il a fait plusieurs longs-métrages dernièrement, soit Chasse au Godard d'Abitibi et le tout dernier, Félix et Meira de Maxime Giroux. Alors, il était tout récemment au Ciné-Club. Okay. Puis, il va y avoir une soirée qui va se dérouler à la Brassette du Capitaine à Saint-Jean-Eudes. Oui, tout à fait. Pour la première fois cette année, on déplace Regard à la Brassette du Capitaine à Saint-Jean-Eudes pour une programmation spéciale film de chasse et pêche, organisée avec des spécialistes dans les films de chasse et pêche. Et étrangement, ce sont des courts-métrages, dans le fond, de chasse et pêche, souvent qu'on voit dans les soirées comme ça. Alors, on a décidé d'en faire une à l'image de Regard à la Brassette
Brassette. Puis la Brassette, c'est un lieu vraiment accueillant et rassembleur. Alors, je pense que ça va bien plaire à notre public et aux invités. Okay. Puis, c'est quoi exactement la soirée WWW? Alors, la soirée WWW, c'est un combat entre quatre super branchés, si on veut, de la planète Internet. Alors, ils arrivent avec une banque de vidéos les plus cocasses, les plus drôles, les plus étranges, les plus absurdes. Et ils font c'est un peu comme un combat des clips, si on veut. Alors, ils font un combat des vidéos sur YouTube et tout ça. Et cette année, Jean-François Provençal des Appendices sera de retour. Il était là l'année dernière et il a remporté le combat WWW. Cette année, il essaie de relever le défi à nouveau. Puis quand et où aura lieu la soirée? Et cette soirée-là aura lieu à la salle du cabaret à l'hôtel Chicoutimi le vendredi soir à 20h. OK. Puis comment est-ce que vous allez impliquer les jeunes? Alors, de différentes façons, on va impliquer les jeunes à Regard. C'est sûr qu'il y a souvent les activités du marché. Le marché, c'est les activités professionnelles où on peut rencontrer des réalisateurs, toutes sortes de techniciens et artisans du milieu du cinéma. Alors, à ce niveau-là, on invite les jeunes à venir se ressourcer et s'inspirer de ces professionnels-là. Une classe de maître avec le réalisateur Maxime Giroux, dont je parlais tout à l'heure pour le film Félix et Meira. Aussi une causerie avec Guylaine Tremblay et Sandrine Bisson, qui est notre porte-parole. Guylaine Tremblay qui siège sur le jury. Alors, on invite les jeunes à participer aux activités du marché, puis aussi aux activités spéciales comme la WW, comme cinéma en jeu. On a un programme spécial le jeudi soir, c'est cinéma en jeu. On mêle le court-métrage et le jeu vidéo. Et ça nous fait une soirée un peu geek, si on veut, mais qui va certainement plaire aux jeunes. Puis c'est quoi le programme avec la création des jeunes? Ah, le programme avec la création des jeunes, c'est au niveau du jeunesse. Alors, ça s'appelle « On fait des vues ». Vous savez, à Regard, on a les petites vues, on a les grandes vues, et cette année, on fait des vues. Alors, durant une période de l'année qui vient de se terminer, juste avant le festival, on a impliqué les jeunes dans la création de 6 courts-métrages, si je ne me trompe pas, et donc de différentes techniques, step motion, fiction. Alors, c'est comme ça qu'on a impliqué vraiment les jeunes au tout début, là, qu'on prend la relève et on l'amène. Puis c'est pour des jeunes de quel âge? Ça, c'était des jeunes, si je ne m'abuse, entre 8 et 12 ans, j'oserais dire. Et il y a un groupe en particulier qui a travaillé avec le réalisateur d'animation Patrick Bouchard, originaire de la région. Alors, voilà, c'était impliqué dans un cours intégré dans un cours d'art plastique, si je ne me trompe pas. Puis pouvez-vous me parler de Bleu Tonnerre, présenté en première mondiale? Oui, alors Bleu Tonnerre, c'est un court-métrage réalisé par Jean-Marc Roy et Philippe-David Gagné, tous les deux très habitués de Trois-Règles et même de Regard. À chaque année, ils ont un court-métrage à nous présenter. Cette année, c'est un superbe bijou, une comédie musicale avec Danny Placard, avec Sandrine Bisson, Isabelle Blais aussi. Ça se passe à l'Abbé et c'est tout à fait coloré tant par l'ambiance sonore et les chansons que par ce qui se passe là, dans l'histoire et tout ça. Alors, vraiment, moi, je l'ai vu peut-être 10 fois et j'en suis encore émerveillée. Alors. Puis, quels sont les autres courts-métrages qui vont être à surveiller? Alors, rapidement. Oui. Alors, plusieurs courts-métrages à surveiller. Dans la soirée d'ouverture, on présente également Petit Frère. Ensuite de ça, on présente un court-métrage, c'est-à-dire dans les Québécois, Les Scènes chanceuses. Il faudra aussi surveiller... je voudrais en nommer un autre. Alors, il y en a tellement. Oui. Donc, merci beaucoup, Mme Rioux. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invitée. Les mesures d'austérité mises en place par le gouvernement Couillard n'ont pas lieu d'être, selon le directeur général de l'Institut de recherche en économie contemporaine, Robert Laplante. De passage au cercle de presse ce matin, il croit que la réelle source de cette crise économique ne relève pas d'un problème de dépenses, mais plutôt des conséquences d'une réduction des revenus. Valérie Matteau, la réduction des impôts en est un facteur majeur. En effet, Laurence, selon M. Laplante, la cause de ce manque de revenus est due à la diminution des impôts qui, depuis 15 ans, prive l'État de revenus importants et qui la place dans
dans une situation plutôt précaire au niveau du budget. Mais le facteur majeur est principalement dû aux transferts fédéraux qui ne se font pas équitablement. Il faut savoir que l'argent en impôts récupéré au Québec à la fin de l'année revient dans les coffres du fédéral et c'est ce gouvernement qui se charge de redistribuer aux provinces. Or, le Québec n'a pas toute sa part. Donc, au rythme où vont ces réductions, même en conservant le même niveau de dépenses, il est certain que l'écart budgétaire ne fait que s'agrandir. Avec ces coupes budgétaires, M. Laplante a parlé de cassures irréparables. Oui, et selon lui, c'est vraiment impossible de reconstruire ce qui a été détruit avec le gouvernement actuel. Écoutons M. Laplante à ce sujet. C'est des compétences civiques qui se sont développées. C'est une mentalité et des rapports de partenariat qui se sont créés pendant toutes ces années. Une fois que c'est détruit, bien, on repart. Et on repart, non pas là où on était, on repart à moins que ce que nous avons. Donc, comme vous l'avez entendu, selon lui, c'est irréparable puisque ça a pris trop d'années à se forger. Prenons par exemple la destruction des réseaux en garderie. Ça a pris 25 ans au gouvernement, 25 ans d'efforts et d'imagination pour créer un tel réseau. Donc, maintenant qu'on fait passer le privé avant le développement du réseau en garderie, bien, on détruit un peu ce que les anciens gouvernements avaient mis en place et on détruit vraiment l'approche publique qu'ils avaient instaurée. Aussi, en parlant de perte de revenus importants, c'en est un bon exemple en faisant payer uniquement les plus riches. Bien, c'est sûr qu'on prive le gouvernement d'une part importante de revenus puisque ce sont uniquement les plus riches qui utiliseront les services en garderie qui paieront, et ce pour le temps qu'ils l'utiliseront, tandis qu'avec l'ancien réseau, bien, c'est tous les plus riches qui payaient via leurs impôts. Et le gouvernement fédéral ne devrait pas intervenir? Eh bien, oui et non. En fait, le gouvernement fédéral n'a aucun intérêt à nous venir en aide puisque dans les faits, il n'a pas uniquement nos préoccupations en tête, mais bien celles de l'ensemble des provinces. Puis il faut savoir que le gouvernement fédéral peut être élu majoritairement sans avoir aucun député au Québec. Donc, selon M. Laplante, c'est vraiment à Couillard d'aller voir M. Harper pour lui faire part de ses envies, de lui demander d'avoir de l'aide pour redresser l'économie budgétaire. Et M. Laplante a fait mention, je crois, du mouvement « Touche pas à mes régions ». En effet, il a demandé aux gens de se mobiliser afin de faire bouger les choses, puisque selon lui, les coupes actuelles et les mesures d'austérité touchent uniquement les régions et cela l'attriste. Il a également affirmé que cela constituait un retour en arrière de 50 ans. Merci beaucoup, Valérie Matteau. Ça fait plaisir, Laurence. Jean-Charles Fortin est nouvellement nommé directeur général de la Fondation Sur la Pointe des Pieds. L'annonce a été faite lors du lancement officiel de la 15e édition du Razoton. Marie-Hélène Côté. M. Fortin tenait déjà un rôle de coordonnateur au conseil d'administration de l'organisme. Un vol qualifié a eu lieu hier soir au dépanneur Notre-Dame de l'arrondissement de Jonquière. 2 individus cagoulés se sont enfuis avec 150 $. Les policiers ont ouvert une enquête, mais aucune piste ne permet de révéler l'identité des voleurs. C'est ce qui conclut notre web journal. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été là. Au revoir.